Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour cette nouvelle Unipop Histoire. Je remercie Anne-Laure Briat d'avoir bien voulu faire cette conférence en visioconférence qui était prévue dans le cadre de l'Unipop Histoire à Pessac, mais bien entendu, en raison des circonstances actuelles, on ne peut pas le faire sur place. Donc merci encore à elle. Anne-Laure Briat est maîtresse de conférence en civilisation allemande à Sorbonne Université. Elle est docteure en histoire, elle est également docteure en études germaniques. Ses travaux ont porté, bien entendu, sur l'histoire allemande, mais également sur les féminismes allemands au 19e et 20e siècle, et sur la dimension de genre en politique. Alors, elle a participé à plusieurs ouvrages, notamment à la coordination de l'ouvrage L'Europe des femmes 18e, 21e siècle, qui est paru en 2017 aux éditions Perrin, qui est en fait, je crois, un recueil de documents justement par des femmes, traduits quand ils sont en langue étrangère, sur l'histoire des femmes en France et en Europe. Vous avez présenté plusieurs de ces documents, notamment des documents qui avaient trait au droit de vote des femmes en Allemagne, à l'expérience de guerre pendant la Première Guerre mondiale, je crois, et puis au franchissement du mur de Berlin, du rideau de fer, par une femme de RDA. Vous avez aussi récemment participé à la publication du livre L'Europe, une chance pour les femmes, avec comme pour sous-titre Le genre de la construction européenne, en 2019 aux éditions de la Sorbonne. Et vos travaux portent actuellement, et ce sera le thème de la conférence de ce soir, sur les violences sexuelles perpétrées par l'armée française en Allemagne pendant la période 1945-1955. Donc quand on parle de violences sexuelles perpétrées par les soldats alliés, dans l'imaginaire collectif, c'est vrai qu'on va d'abord penser aux violences commises par les troupes russes au fur et à mesure de leur avancée en Allemagne sur le front de l'Est. C'est vrai que la question des violences sexuelles perpétrées de l'autre côté par les forces alliées, qu'elles soient américaines, qu'elles soient françaises ou britanniques, a longtemps été masquée, peut-être occultée par cette question-là. Et pourtant, ces crimes sont bien réels, même s'il a toujours été difficile finalement de les documenter, de les quantifier, bien sûr, et de trouver des documents sur ce thème. Pourtant, c'est ce travail que vous avez choisi de réaliser. Alors, en Allemagne, je crois qu'il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un livre paru en 2015, signé par Myriam Gebhardt, qui était intitulé « Quand les soldats arrivèrent », et qui tentait aussi de dénombrer et de documenter ces violences, notamment par les soldats GI français et britanniques. Alors, vous nous direz bien sûr si ce livre a marqué un tournant ou pas, d'ailleurs, dans cette question. Voilà, donc c'est sur ce thème-là que vous avez choisi de parler ce soir. Je vous en remercie et je vous cède tout de suite la parole. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette introduction et merci surtout à vous pour l'invitation à présenter mes travaux de recherche dans le cadre de l'Unipop Pessac. J'en suis vraiment ravie, avec le regret néanmoins de ne pas avoir pu me rendre sur place et partager ce moment d'échange avec vous dans la vie réelle. Avant de commencer, je voudrais souligner, mais ça vient d'être fait, le fait qu'il s'agit de recherche en cours, d'un travail en cours d'élaboration, ce qui fait que je n'ai pas réponse à tout, mais j'y travaille et bien sûr, je serai ravie de répondre à vos questions. Alors, je vais commencer par partager l'écran. Voilà, pour commencer avec une introduction qui a déjà été en fait très bien amené par Bruno Scheurer avec cette mise en contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très intéressant également que vous ayez mentionné cet ouvrage de Myriam Gebhardt. Je vais justement en parler et donc on pourra en discuter aussi plus tard. Alors, pour rappeler le contexte historique, je reviens d'abord bien sûr au contexte de la Seconde Guerre mondiale.
lorsque ce qui s'appelait la coalition anti-Hitler fait front contre l'Allemagne nationale-socialiste. Et je rappelle que l'Armée rouge a franchi la frontière orientale du Reich dès l'automne 1944. Et les alliés occidentaux, rejoints par la France, sont entrés en Allemagne, donc sur le front ouest, en mars 1945. Alors, la première armée française était équipée, équipée en vêtements, en nourriture, en armes par l'armée américaine. Et elle était constituée de soldats métropolitains, de soldats coloniaux et de résistants. C'est ainsi donc qu'elle a franchi le Rhin le 31 mars 1945 à la hauteur de Germersheim. Alors, je prie de m'excuser pour la carte qui n'est pas très claire. Les autres documents seront de meilleure qualité. Mais vous avez le lien ici qui vous permet d'aller retrouver la carte d'origine. Donc, on reconnaît ici la frontière française, donc avec l'Alsace ici, Strasbourg qui se trouve ici, et donc Germersheim sur le Rhin est là. Et donc, voilà, 31 mars 1945, et cette armée qui a pris le nom du Rhin au Danube, armée Rhin-Danube, a progressé, disons, selon ce mouvement-là, vers le sud-est, pour atteindre finalement la frontière germano-autrichienne au début du mois de mai 1945. Alors, le 8 mai 1945, l'Allemagne signe la capitulation sans condition qui marque la fin de ce conflit mondial sur le continent européen. L'Allemagne perd alors sa souveraineté, son unité géographique, administrative et politique, puisqu'elle est placée sous occupation militaire des Alliés. Des Alliés, donc je rappelle, il s'agit des États-Unis, de l'Union soviétique, de la Grande-Bretagne et de la France. Arrivée en dernier dans cette constellation, disons, la France obtient finalement une zone d'occupation qui est la plus petite des quatre en surface. Donc, vous la voyez ici en bleu sur la carte, constituée de deux triangles qui se touchent par la tête, si vous voulez. Et la région dont je vais parler ce soir spécifiquement, donc à travers mes sources, est celle-ci, donc ce petit triangle-là, qui constitue, agrandi ici en rouge, qui constitue le sud du pays de Bade. Vous voyez ici Bad, qui est écrit en français. Donc, c'est frontalier de l'Alsace, de la Suisse, ici au sud, et plus à l'est, vous avez déjà le Wurtemberg qui commence. Donc, l'Allemagne se trouve divisée en 4 zones d'occupation. Sa capitale, Berlin, est également divisée en 4 secteurs. Un secteur américain, un russe, un britannique et un français. Alors, le moment de la conquête territoriale jusqu'à la victoire sur l'ennemi s'accompagne souvent, c'est ce qu'ont montré des recherches sur les occupations militaires, ce moment s'accompagne souvent d'une augmentation des violences, en particulier des violences sur les populations civiles. Et en effet, l'entrée en Allemagne, puis la progression des Alliés sur le territoire allemand, s'est effectivement accompagnée de violences sur les civils qui, jusque-là, il faut le rappeler, n'avaient assisté à aucun combat sur leur sol, mais ils avaient en revanche à se protéger des attaques aériennes qui étaient devenues de plus en plus fréquentes. Alors, Bruno Scheurer l'a rappelé, il est de notoriété publique que les hommes de l'armée rouge ont commis des viols en masse sur leur passage sur le territoire allemand jusqu'à leur point d'arrivée à Berlin. Et face à l'évidence et surtout à l'ampleur de ce phénomène, les autorités berlinoises n'ont pas tardé à autoriser l'avortement à toute femme qui déclarait avoir été violée par un membre de l'armée rouge. Mais qu'en était-il des armées américaines, britanniques, françaises ? La situation était très différente et les réponses qui y ont été apportées également. Alors, l'accès très inégal aux sources et aux documents historiques et la rareté des sources sur le sujet contribuent à expliquer qu'on en sache aujourd'hui encore aussi peu, ou du moins que tant de questions restent ouvertes. Au sujet de l'armée française, on sait néanmoins
que des viols se sont produits en grand, voire en très grand nombre, sans être toutefois aussi massifs que ceux perpétrés par l'Armée rouge. Je partage à nouveau l'écran pour vous montrer les sources avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai travaillé sur essentiellement 2 corpus de sources historiques. Et je souhaite rappeler tout d'abord que les sources historiques sur les violences sexuelles sont généralement très difficiles à trouver. Lorsqu'il s'agit de crimes tels que le viol et l'avortement illégal dans des périodes aussi troubles que les dernières semaines d'une guerre et les mois qui ont suivi, il existe naturellement très peu de traces écrites. De plus, les administrations militaires des 4 puissances occupantes n'avaient évidemment aucun intérêt à conserver des traces de ces cas, car leur réputation et leur autorité étaient en jeu. J'ai néanmoins trouvé des documents historiques sur lesquels m'appuyer pour pour aborder la question de ces violences historiques, non pas tant d'un point de vue quantitatif, puisque le sujet reste, je pense, insoluble, cette question reste insoluble, mais plus sur le plan qualitatif. Alors d'abord, j'ai pu m'appuyer sur quelques 900 rapports de guerre ou rapports sur la fin de la guerre qui sont conservés aux archives épiscopales de Fribourg. Alors attention, quand je parle de Fribourg, je parle de Fribourg-en-Brisgau, Freiburg im Breisgau, que vous voyez ici sur la carte. Donc c'est en Allemagne, hein, ce n'est pas Fribourg en Suisse, c'est ça que je voulais préciser. Vous le voyez ici un peu plus grand sur la carte, c'est à la hauteur de Colmar à peu près, de l'autre côté du Rhin. Donc, aux archives archiépiscopales de Fribourg, on peut trouver ces 900 rapports de guerre qui ont été rédigés entre le printemps 1945, c'est-à-dire dès fin avril, début mars 1945, jusqu'à à peu près la fin de l'année 1947, par les prêtres catholiques à la demande explicite de l'archevêque Konrad Gruber. Et sur la base de ce corpus que j'ai dépouillé dans son intégralité, j'analyse la façon dont les prêtres catholiques ont rendu compte des violences sexuelles commises par les troupes d'occupation dans leur paroisse et quel regard ils ont porté sur la situation. Alors, ce qui est intéressant dans ce corpus, c'est que la partie nord de l'archevêché, comme il montait, il allait très au nord jusqu'à Karlsruhe et même jusqu'à Mannheim, eh bien, on se trouve là dans des zones qui ont été d'abord occupées par les troupes américaines, ce qui permet d'établir une comparaison de la teneur des rapports lorsque les prêtres ont d'abord vu des troupes américaines ou françaises. Alors, le deuxième corpus de sources sur lequel j'ai travaillé est d'une autre nature et se situe dans la décennie suivante, dans les années 1950, puisque en décembre 1956, le gouvernement ouest-allemand, donc on se situe là en RFA, hein, le gouvernement ouest-allemand a adopté une loi pour l'indemnisation des dommages causés par l'occupation. Alors, les textes d'application ont été élaborés pendant plusieurs mois et puis retouchés à plusieurs reprises. On verra tout à l'heure pourquoi. On va retenir pour l'instant que ce règlement offrait aux mères d'enfants nés de viols commis par des membres de l'occupation la perspective d'une indemnité et d'une pension alimentaire pour l'enfant. Alors, ce sont cette fois les archives d'État de Fribourg, en Brisgau, Staatsarchiv Freiburg, qui conserve plus de 200 dossiers personnels qui ont été déposés par ces femmes et quelques hommes qui ont déposé donc une demande d'indemnité auprès d'un tribunal qui s'appelait le tribunal d'indemnité de Fribourg pour le Land de Bade. Et sur la base de ces dossiers, je peux apporter un éclairage sur la manière dont l'administration a procédé pour traiter ces demandes d'indemnité en l'absence de preuves irréfutables, car ces preuves, la plupart du temps, n'existaient pas ou avaient été détruites. Et surtout, ce qui m'a intriguée, ce qui m'a vraiment motivée dans ma recherche, c'est de comprendre comment les très nombreux rejets de ces demandes, qui représentent tout de même 2/3 des dossiers, ont été justifiés et comment ils s'expliquent.
Alors, dans ce qui suit, je vais d'abord poser la question, tenter de décrire le phénomène et de répondre à la question du nombre et de la nature du phénomène, pour ensuite me demander comment cela a été perçu par les contemporains et les contemporaines. Et enfin, j'aborderai la question épineuse des réparations proposées aux victimes de ces violences sexuelles. Alors, d'abord, donc pour décrire le phénomène, je vais commencer par une question, une petite précision des définitions, parce que vous aurez peut-être noté que je parle tantôt de violences sexuelles, tantôt de viol. Les premières englobent les seconds. Et ce qu'on entend par viol se définit aujourd'hui comme ceci. Voilà. Conformément à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, qu'on appelle aussi Convention d'Istanbul, du 12 avril 2011, article 36, constitue un viol, je cite, et vous avez ça sous les yeux, la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie à caractère sexuel du corps d'autrui avec toute partie du corps ou avec un objet, y compris, l'article se poursuit pour préciser que cela comprend ce genre d'action entre anciens ou actuels partenaires, d'où la notion, par exemple, de viol conjugal. Les viols font partie des violences sexuelles qui englobent également, je cite de nouveau l'article 36, les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui et le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers. Alors, dans les sources historiques dont nous disposons, il est uniquement question de viol ou de tentative de viol, mais jamais d'autres violences sexuelles qui pourtant ont très certainement eu lieu, mais qui n'ont certainement pas été perçues ainsi à l'époque et donc pas été nommées comme telles. Il est peut-être utile de rappeler quelle était la définition, donc la compréhension juridique du viol en Allemagne en 1945. Donc, selon le code pénal allemand, article 177, eh bien, on voit qu'on avait encore une acception étroite du viol. Ah oui, je précise que à partir de maintenant, toutes les traductions sont de mon fait. Voilà, donc ça commence avec cet article du code pénal allemand, qui stipule qu'une personne est punie d'une peine d'emprisonnement si, par la force ou par la menace d'un danger imminent pour sa vie ou son intégrité physique, elle contraint une personne de sexe féminin à tolérer des rapports extra-conjugaux ou si elle abuse d'une personne de sexe féminin pour des rapports extra-conjugaux après l'avoir placée dans un état involontaire ou inconscient à cette fin. Alors, outre le fait qui vous aura certainement frappé, d'autant que j'ai mis les passages en italique, outre le fait que les victimes de viol n'étaient pensées qu'au féminin et que uniquement en dehors du mariage, eh bien, il n'y avait de viol au sens juridique du terme que lorsqu'un danger imminent menaçait la vie ou l'intégrité physique de la femme ou qu'il avait été fait emploi de la force sur cette personne. Or, ces deux conditions-là qui étaient posées étaient sujettes à des interprétations diverses. Et de fait, c'était bien souvent les femmes qui devaient prouver qu'elles avaient déployé toute leur force à échapper à leurs agresseurs, enfin leur ou leurs agresseurs, sans quoi elles étaient assez systématiquement suspectées d'avoir consenti à ce rapport, voire de l'avoir provoqué. Les viols commis par les hommes de l'armée française se comptaient dans certaines villes comme Freudenstadt et Constance par centaines en l'espace de quelques jours. Dans le Württemberg, donc à l'est de la zone que je vous ai montrée, le Württemberg, d'abord occupé par les troupes de l'armée française avant de passer sous occupation américaine, la capitale, Stuttgart, a été fortement touchée. Et son exemple illustre la difficulté à chiffrer le phénomène. Car Claire Millot rapporte dans sa thèse de doctorat sur la première armée française
qu'un officier américain de l'OSS, donc l'Office of Strategic Services, qui était présent sur les lieux, avait estimé les viols et les tentatives de viol à Stuttgart à environ 2500. Après la capitulation, un rapport de l'OSS avait revu ces estimations à la baisse et considéré qu'entre 1400 et 1800 cas de viol avaient été pris en charge dans les hôpitaux de Stuttgart pendant la première semaine de l'occupation française seulement. Et les chiffres finalement présentés par le secrétariat à la guerre au sénateur Eastland en juillet 1945 s'inscrivaient, eux, dans une fourchette de 2000 à 2500. Voilà ce que montre Claire Millot. D'autres sources établissent qu'après l'arrivée des troupes françaises en avril 1945 à Stuttgart et dans les environs, la police a identifié près de 1200 cas de viol. Plusieurs milliers de viols ont donc été perpétrés par les troupes françaises dans l'ensemble des territoires conquis. Sans doute même, j'en suis assez convaincue, la barre des dizaines de milliers de viols ou tentatives de viol a-t-elle été franchie. Donc, j'en arrive à mon point suivant. Enfin, je tiens vraiment à souligner à quel point il est difficile de quantifier précisément le phénomène des violences sexuelles. Comme l'a montré Claire Millot dans sa thèse, la plupart des viols ont été commis dans les premiers jours de la conquête, donc vraiment au moment de la conquête des villages les uns après les autres, parfois même dès la première nuit de présence sur place. Et d'autres ont suivi, ponctuant les stationnements plus ou moins de longue durée des troupes d'occupation dans les villages. Les viols et violences sexuelles touchaient quelques hommes, mais principalement des femmes de tous âges, de jeunes filles jusqu'à des sexagénaires, même des septuagénaires. Et ces violences pouvaient même toucher des enfants, filles ou garçons. Parfois, les maris et les enfants étaient forcés d'assister à la scène, ce qui souligne véritablement la volonté d'humiliation des hommes vaincus. Et comme en Italie, où un phénomène similaire s'est produit, étudié par l'historienne Julie Legac, les viols collectifs étaient monnaie courante. Mais il s'agissait parfois aussi d'actes individuels. Ils ont été nombreux à se produire à domicile, par exemple lors de fouilles dans les habitations. Enfin, c'est un scénario très fréquent que des soldats donc, frappent à la porte, demandent à entrer dans les habitations, affirmant être à la recherche d'hommes armés, éventuellement de soldats cachés ou de résistants cachés, de symboles nazis ou tout simplement pour demander des vivres. Mais ces fouilles dégénéraient bien souvent et étaient accompagnées de violences physiques et de violences sexuelles. Mais les viols pouvaient aussi bien se produire dans des lieux isolés, dans des bois par exemple, au bord d'un champ ou d'un chemin. Alors les viols sont, hier comme aujourd'hui, impossibles à quantifier précisément, car au printemps 1945, ils étaient très majoritairement non déclarés, ou alors s'ils étaient déclarés, ils étaient non enregistrés. D'abord, dans les premiers jours de la guerre, pour expliquer cela, eh bien, rappelons-nous que dans les premiers jours de la guerre, il n'y avait pas forcément de représentants de l'autorité auprès de qui se tourner, les responsables nazis ayant pris la fuite bien souvent avant l'arrivée des Alliés. Ensuite, les sources que j'ai consultées ont montré que bien souvent, les viols étaient passés sous silence par celles-mêmes qui les avaient subis, car nombreuses étaient les jeunes filles, en particulier, qui, pétries de peur et de honte, ont eu le viol à leurs parents jusqu'au moment où, quelques mois plus tard, la suspicion d'une grossesse rendait une visite médicale inévitable. Or, il était alors trop tard, du point de vue légal, pour pratiquer un avortement, ce qui rendait évidemment la situation extrêmement dramatique pour les familles concernées. Lorsque l'avortement leur était refusé, les femmes pouvaient soit tenter de se faire avorter à l'abri des regards et au risque de leur vie, soit se résoudre à donner naissance à l'enfant et le garder avec elles, ou bien alors l'abandonner, ou encore le donner à l'adoption. Car, comme l'ont montré Yves de Necher en France et Rainer Gries en Allemagne, pour compenser les pertes humaines dues à la guerre et une natalité française perçue comme insuffisante,
surtout comparé à la supériorité démographique de l'Allemagne, le gouvernement français s'est appuyé sur les services de la Croix-Rouge en Allemagne pour organiser l'adoption par l'État des enfants nés des soldats d'occupation. Les enfants donnés à l'adoption étaient alors placés dans des familles en France métropolitaine ou, selon le cas, envoyés en Afrique du Nord. Alors, revenons donc à la problématique de la quantification. Voilà. Je vous montre sur cette feuille pratiquement les seuls chiffres officiels dont nous disposons, puisque l'Office fédéral de la statistique en Allemagne de l'Ouest a pratiqué un recensement à l'automne 1956 pour savoir combien vivaient en RFA d'enfants illégitimes nés d'un père donc, qui était membre de force de l'occupation. Et elle arrive donc à ce résultat-là. Je cite, l'enquête a identifié près de 68 000 enfants illégitimes sous tutelle, issus de membres des forces d'occupation en République fédérale et à Berlin-Ouest, enfin, donc secteur français. Les naissances sont réparties sur les années 1945 à 1955. Et on voit donc ci-dessous la répartition des naissances par la proportion des membres des armées alliées dans la paternité. Et donc, on voit qu'à peu près 15% de ces enfants recensés avaient été déclarés être enfants d'un père membre des armées françaises. Voici donc à peu près les seuls chiffres dont nous disposons. Et la journaliste Myriam Gebhardt, dont vous parliez tout à l'heure en introduction, Bruno Scheurer, s'est appuyée sur ces chiffres, combinés à plusieurs hypothèses statistiques, malheureusement assez problématiques, dans son ouvrage « Als die Soldaten kamen », pour estimer qu'environ 6800 enfants nés de l'occupation, recensés donc en RFA, étaient issus d'un viol. Et avec ces différentes hypothèses, elle arrive également au chiffre selon lequel près de 900 000 Allemandes auraient subi un ou plusieurs viols à la fin de la guerre et pendant les années d'occupation militaire, donc jusqu'en 1955. Et donc, reprenant la répartition, enfin les pourcentages que je vous ai montrés à l'instant, Myriam Gebhardt estime que quelques 190 000 Allemandes vivant en RFA auraient été victimes de viols commis par les troupes américaines, 50 000 par les troupes françaises, 45 000 par l'armée britannique et 15 000 par l'armée soviétique. Alors 15 000 seulement, puisqu'on parle de la RFA, hein, bien sûr. Et si on suit les calculs de Myriam Gebhardt, celle-ci estime en tout les viols commis par l'armée soviétique à quelques 565 000, ce qui est bien en deçà des quelques 2 millions à 2,5 millions sur lesquels la recherche jusqu'alors s'était accordée. Alors, Myriam Gebhardt a eu beau prendre des précautions rhétoriques et souligner le caractère approximatif de ses calculs, son ouvrage a finalement été assez froidement reçu par les historiens et les historiennes. Car entre les données statistiques dont elle part, qui bien sûr ne comprenaient pas l'ensemble des enfants nés de l'occupation, et ces hypothèses discutables, son raisonnement finalement a été vertement critiqué, sans doute aussi parce qu'il aboutit à la conclusion selon laquelle, et c'est là que ça devient intéressant, les viols commis par les soldats de l'armée rouge sont largement moins nombreux que ceux qu'on avait pensés jusque-là, et que inversement, c'est ce que montrent ces calculs, ceux commis par les armées occidentales, occidentales, sont eux beaucoup plus nombreux que ce qu'on avait pensé, notamment concernant l'armée américaine. Donc, on retient 190 000 viols, c'est beaucoup plus que ce que le criminologue Robert Lilly avait estimé, avec quelques 11 000 viols. Donc là, la différence est éclatante.
Et donc, avec ces estimations, si discutables soient-elles, l'ouvrage de Miriam Gebhardt finalement a créé un tollé dans l'espace public, a été largement discuté et commenté, puisque les conclusions auxquelles elle arrive sont complètement en porte-à-faux avec l'imagerie d'Épinal, des soldats de l'armée rouge auteurs de viols en masse, et inversement des bons GI qui distribuent des chewing-gums et du chocolat à la population. Si les chiffres exacts des viols commis par l'armée française sont donc impossibles à établir, on peut retenir que le phénomène est d'une ampleur considérable, puisqu'en 1956, on recensait tout de même plus de 10 000 enfants nés hors mariage d'un père membre de l'occupation française. Quel que soit leur chiffre exact, ces violences sexuelles commises par les membres de l'armée française ont durablement marqué les esprits outre-Rhin. Alors, je reviens à mon diaporama. Voilà, et j'arrive au point suivant, donc, qui est celui des perceptions de ce phénomène par la population et surtout des effets des violences sexuelles sur la population. Et donc, pour commencer, je vais citer de nouveau la thèse de Claire Millot, donc, qui affirme « Ce sont surtout les violences sexuelles commises sur les femmes qui frappent les esprits ». Rappelons à ce point-là du raisonnement que le pays de Bade était une région rurale, peu densément peuplée, vivant essentiellement de la terre. 42% de la population active y vivait de l'agriculture, de l'élevage et de la sylviculture, et 30% de l'industrie et de l'artisanat. Donc, peu industrialisé et à l'écart des grands axes de communication, le pays de Bade n'avait à déplorer la destruction que d'à peu près 20% des habitations, ce qui est très peu par rapport à des grandes villes telles que Berlin, Hambourg, Dresde, qui étaient détruites à 70%, voire plus. Et la population du pays de Bade, estimée à environ 1,2 million d'habitants, avait pu compenser les pénuries d'approvisionnement liées à la guerre grâce à ses propres cultures dans les champs comme dans les jardins. Tout cela donc pour vous dire que la population dans le pays de Bade était restée relativement préservée par la guerre. Et elle accueillit, disons, la perspective de la fin de la guerre ou l'imminence de la fin de la guerre avec soulagement. Et elle attendait, en partie en tout cas, les Français en libérateurs. Or, comme l'a montré Claire Millot, c'est la citation que vous avez sous les yeux, dès le passage de la frontière, les combattants, donc des troupes françaises, se sont rendus coupables de nombreuses violences, viols, meurtres, pillages sur les populations, alimentant la légende noire de l'occupation française. Et d'après elle, les troupes françaises ont indéniablement commis des violences de masse en Allemagne. Alors, parmi ces diverses exactions, les viols occupent symboliquement une place centrale dans l'imaginaire collectif qui, au moins depuis la naissance du nationalisme au XIXe siècle, associe le corps des femmes au corps de la nation. Ainsi, violer les femmes, c'est violer la nation tout entière. Et toutes les femmes, enfin, d'autant que toutes les femmes étaient susceptibles d'être agressées, donc des fillettes comme des femmes âgées, mais aussi parfois des hommes et des garçons. Un sujet, je dirais, encore plus tabou, enfin, lorsqu'il s'agit d'hommes, encore plus tabou que le viol de femmes. Et selon Claire Millot, ce sont donc surtout les violences sexuelles commises sur les femmes qui frappent les esprits. Alors, j'en viens maintenant au rapport de guerre que j'ai présenté tout à l'heure, au rapport de guerre rédigé par les prêtres catholiques. Et je rappelle, pour commencer, que bien entendu, ces rapports rédigés par le clergé catholique reflètent un point de vue particulier, celui d'ecclésiastiques allemands, donc de mâles blancs, catholiques et socialement plutôt privilégiés. S'il est vrai que les prêtres catholiques ne sauraient être considérés comme étant représentatifs de l'ensemble de la société allemande, il reste que leur action et leur influence sur la population dans l'immédiate après-guerre ne doit, d'après Johannes Kuber,
qui prépare une thèse sur le clergé catholique dans la société allemande de 1945, ne doit pas être sous-estimé, car ils étaient finalement les seules figures d'autorité restantes après la fuite des dirigeants nazis et avant que ne s'installe l'autorité des puissances d'occupation. Alors, comme l'a montré Johannes Kuba, qui a, comme moi, examiné ce corpus de sources constitué des rapports de guerre des prêtres catholiques, eh bien, nombreux sont les membres du clergé catholique de l'archevêché de Fribourg qui, dans leur rapport, procèdent à une condamnation de ce qu'ils appellent le régime de terreur, terror, régime, et ce faisant, ils adoptent une posture de victimisation des Allemands. Alors d'abord, ce qui est très frappant, c'est que les rapports sont très complets, très exhaustifs sur les pertes matérielles et les violences. Ils sont très complets lorsqu'il s'agit de lister le nombre de moutons, de lapins, de poules, de litres de schnapps qui ont été volés ou réquisitionnés plus ou moins sauvagement. Là, les rapports sont extrêmement exhaustifs. Ce faisant, les prêtres adoptaient une posture de victime donc d'un comportement injuste des troupes françaises dans leur village, posture de victime qu'ils tendaient à étendre à l'ensemble de la population allemande. Ils évoquaient donc un régime de terreur, je les cite, et dans leur long rapport sur les réquisitions sauvages ou des pillages purs et simples, rapport également sur des violences arbitraires, sur les comportements autoritaires des membres des troupes d'occupation. Eh bien, dans ces rapports, on peut trouver donc chez certains l'expression de régime de terreur, et d'aucuns n'hésitent pas à comparer l'occupation française à la terreur nazie, éludant ainsi, et certains même, peu de temps après l'arrivée des troupes françaises dans leur région, parlaient ironiquement du temps de paix en parlant en fait de la période de guerre, puisque pour eux, la guerre était plutôt arrivée avec les troupes françaises sur leur territoire. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que parler d'un régime de terreur et condamner des violences tout à fait en les présentant comme étant parfaitement illégitimes, permet aux prêtres catholiques donc non seulement d'adopter cette posture de victime, mais aussi d'éluder la question de la responsabilité allemande dans la guerre et dans la Shoah. Par ailleurs, ce qui est assez frappant aussi, c'est que dans les rapports, le commandement français s'adresse... dans les situations de tension où les violences étaient extrêmement nombreuses, il se pouvait que les prêtres aillent s'adresser aux commandants français pour leur demander d'exercer un peu plus d'autorité sur leurs troupes et demander que cessent toutes ces violences. Et rapportant donc ces tentatives d'intercession, nombreux sont les prêtres qui finalement présentent le commandement français comme étant impuissant, incapable de tenir ces hommes pour éviter de tels débordements. Alors, il me semble aussi que, avec de tels rapports, les prêtres catholiques en arrivent de manière un peu surprenante, au premier abord, on arrive à affirmer la supériorité morale des Allemands. D'abord, et c'est ce qu'ont pu montrer les textes de Johannes Kuba, l'élément le plus frappant dans ces rapports de guerre est la surreprésentation des soldats de couleur comme les auteurs présumés des viols. Ces soldats de couleur, qui étaient donc algériens, marocains, sénégalais, etc., étaient désignés par les prêtres de manière, somme toute, très indifférenciée, avec des expressions comme les Marocains. En fait, le terme de les Marocains a vraiment acquis sur leur plume le statut de terme générique, dit Marocana. Mais c'est intéressant, on trouvait la même expression en Italie aussi. Donc les Marocains ou parfois les Noirs.
Et bien que les soldats français blancs aient également commis de nombreux crimes sexuels, comme l'a montré la thèse de Claire Millot, eh bien, les prêtres accusaient principalement les troupes coloniales de l'armée française, établissant, comme l'a montré Johannes Kuba, et je le cite, un lien clair entre la couleur de la peau et les crimes sexuels. Et cette surreprésentation des soldats coloniaux dans la perception des violeurs présumés par les prêtres catholiques fait écho à leur surreprésentation montrée par Claire Millot dans les poursuites et les peines prononcées par le tribunal militaire de l'armée française, où là aussi, donc les soldats de couleur étaient, oui c'est ça, étaient plus que les soldats blancs, donc traînés devant les tribunaux et devaient donc payer leur forfait par une peine. Alors la mise en évidence de la supposée brutalité sexuelle des soldats coloniaux français et de l'incapacité de leurs commandants à les contrôler permettait aux auteurs des rapports d'affirmer indirectement la supériorité morale des Allemands sur les Français, représentés ici par leur armée, décrite donc sous leur plume comme étant composée de soldats vraiment qu'ils dépeignent comme des sauvages et de commandants incapables de tenir leurs troupes. Mais j'aimerais maintenant me concentrer sur la façon dont les prêtres parlaient des femmes victimes de viol. Et je retourne à mon slide. Voilà. Alors, plus de la moitié des rapports de guerre, tout de même, sur les paroisses donc, occupées par les Français, mentionnent des viols. Et je parlais tout à l'heure d'une comparaison possible avec les paroisses qui ont été conquises par les troupes américaines. C'est vrai qu'il y a nettement moins de mentions de violences sexuelles dans les paroisses où les troupes américaines, conquises par les troupes américaines. Revenons donc au territoire conquis par les troupes françaises. Sous la plume des prêtres catholiques, des prêtres, eh bien, dans l'écrasante majorité des cas, lorsque les prêtres, disons, ne se contentent pas de donner le chiffre, d'indiquer le nombre de viols perpétrés dans leur communauté, eh bien, parfois, ils commentent les circonstances du viol, éventuellement leur gravité, etc., ou leur tentative d'intervenir. Et donc, dans l'écrasante majorité des cas, on observe que les viols sont minimisés. Par exemple, avec une phrase que j'ai retrouvée vraiment de manière récurrente, telle que « tant de femmes ont été violées », donc disons 12 ou 30, n'importe, « tant de femmes ont été violées, mais sans conséquence ». Il fallait comprendre avec ce « sans conséquence », j'ai mis un temps moi-même à comprendre, mais il fallait comprendre dans ce cas qu'aucune d'entre elles n'était tombée enceinte. Ça signifie que pour le clergé catholique, il n'y avait de conséquences, ou de problèmes, si vous voulez, qu'à partir du moment où les femmes violées demandaient un avortement, chose à laquelle ils étaient strictement opposés. Donc cette remarque récurrente, sans conséquence, ou par chance sans conséquence, pour désigner l'absence de grossesse non désirée, montre que les curés ignoraient complètement les souffrances physiques et psychiques à court et moyen terme endurées par les femmes qui avaient subi un ou plusieurs viols. Nombreux étaient les ecclésiastiques qui, au sujet des viols dont ils rendaient compte, insinuaient qu'il était permis de douter, parfois, qu'on puisse vraiment parler de viol. Alors on est ici dans ce qu'on appelle aujourd'hui le victim blaming ou le blâme de la victime. Donc ce doute allait de pair avec l'idée selon laquelle là où les victimes auraient une part de responsabilité dans l'agression qu'elles avaient subie. Elle s'était montrée... Alors là, on retrouve des arguments d'une triste actualité, je dirais, vous allez reconnaître. Donc, dans les rapports, on lit que ces femmes s'étaient montrées trop avenantes envers l'occupant, qu'elles s'étaient trouvées trop tard le soir dans la rue, à 21h15 par exemple, qu'elles n'étaient pas vêtues convenablement, etc. Parfois, on trouve même une expression directe du blâme de la victime. On voit des prêtres reprocher aux femmes d'avoir provoqué ces agressions sexuelles par leur comportement, en offrant par exemple de l'alcool aux soldats qui en demandaient,
Et il y a là quand même une certaine dose de cynisme dans la mesure où les prêtres omettent de préciser que la plupart du temps, lorsque les soldats frappaient aux portes des maisons et demandaient de l'alcool, ils le demandaient avec une arme pointée sur les habitants de la maison. Donc il fallait s'exécuter. Il me semble donc assez cynique après de reprocher aux femmes d'avoir offert de l'alcool aux soldats. Dans leur rapport, je continue donc mon analyse, les prêtres distinguaient avec une assurance déconcertante les personnes supposées être de vraies victimes d'agressions sexuelles de celles qui, à leurs yeux, ne l'étaient pas. Et les prêtres étaient d'autant plus prompts à douter de l'agression subie par les femmes qu'elles étaient de mauvaises pratiquantes ou bien qu'elles ne faisaient pas partie de la communauté. Je pense en particulier à toutes les femmes évacuées, celles qu'on appelait les évacuées en fait, qui étaient donc des femmes arrivées parfois avec leurs enfants et un baluchon, évacuées des grandes villes où les bombes pleuvaient quotidiennement. Et beaucoup d'entre elles dans cette région venaient de la région beaucoup d'entre elles dans le sud-ouest de l'Allemagne avaient été évacuées de la région de la Ruhr, notamment de Dortmund, une population donc majoritairement protestante. Donc, si vous voulez, ces femmes étaient étrangères à tout point de vue. Déjà, c'était des femmes, donc l'autre de l'homme. C'était des citadines. Elles étaient protestantes et non catholiques. Elles venaient du nord de l'Allemagne et non pas du sud-ouest. Voilà, c'était des femmes parfois aussi qui avaient un comportement un peu plus libre ou libéré que les femmes locales. Bref, elles n'étaient pas de chez nous. Et ces femmes en particulier semblaient hautement suspectes aux prêtres et étaient véritablement peu susceptibles de trouver grâce à leurs yeux. Toutes ces femmes, donc, que le clergé soupçonnait d'avoir incité les hommes à les violer et entraîné ainsi l'Allemagne à son déclin, furent donc victimes d'une seconde victimisation. C'est-à-dire que leurs paroles étaient mises en doute, on ne les croyait pas, et au lieu de les croire, les prêtres les accablaient et par là même les marginalisaient, c'est-à-dire qu'ils les poussaient aux marges de la communauté religieuse, communauté villageoise. Et les prêtres traçaient une délimitation claire entre le nous de la communauté et elles, ces filles et ces femmes déchues. Voilà. Et maintenant, venons-en à la question des réparations et de la prise en charge des enfants par l'État ouest-allemand, avec des sources historiques, donc je l'ai déjà dit, d'une toute autre nature, puisque ce sont des dossiers administratifs qui ont été présentés devant le tribunal des indemnités pour les dommages d'occupation pour le land de Bade Sud à Fribourg. Au milieu des années 1950, donc, l'Office fédéral de la statistique de RFA s'est efforcé de collecter des données fiables sur les enfants de l'occupation, nés depuis 1945, de relations sexuelles entre des femmes allemandes et des soldats d'occupation étrangers. Étrangers. Cet office a donc recensé près de 68 000 enfants nés hors mariage d'un membre de l'occupation, vivant sous tutelle en RFA. On note que plus de 3/4 de ces enfants vivaient avec leur mère ou leur famille. Enfin, plutôt, c'est l'Office fédéral de la statistique qui a noté ce fait et s'en félicite. Et dans 30% des cas seulement, des services d'assistance publique étaient nécessaires. Donc, une fois le statut d'occupation d'Allemagne levé en 1945, le gouvernement ouest-allemand a pu adopter la loi dont je parlais tout à l'heure, en décembre 1956, la loi sur l'indemnisation des dommages causés par l'occupation. Les textes d'application ont été élaborés et revus à plusieurs reprises dans les mois qui ont suivi. Et ce règlement offrait donc aux mères d'enfants nés de viols commis par des soldats, par des membres des forces d'occupation, la perspective de se voir verser une indemnité et une pension alimentaire pour l'enfant. Je vous montre à nouveau mon écran pour la suite. Ici.
Alors d'abord, il est intéressant de se demander exactement ce qui fait l'objet d'une indemnité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas le viol en tant que tel, car pour la femme, seuls les frais médicaux éventuellement générés par cette agression sexuelle sont remboursés. Et autrement, il s'agit donc principalement d'une allocation alimentaire, enfin d'une pension alimentaire pour les enfants. On notera également que selon ce texte d'application, seules les femmes ayant donné naissance à un enfant issu d'un viol commis par des membres des forces d'occupation pouvaient demander une indemnité. C'est-à-dire que celles qui ont été violées mais n'ont pas été enceintes suite à ce viol n'avaient droit à aucune indemnité, et celles qui n'avaient pas mené leur grossesse à leur terme, pour quelque raison que ce soit, non plus. Donc, un viol non suivi d'une grossesse ne permettait pas de faire une demande. Le viol, semble-t-il, n'était pas suffisant comme raison pour une indemnité. Donc, l'indemnité, on le comprend, n'était pas destinée à une réparation donc adressée aux victimes du viol, mais en fait, il s'agissait essentiellement de verser une pension alimentaire pour les enfants dont la charge financière, finalement, était trop lourde pour leur mère. Alors, j'ai étudié l'ensemble de ces dossiers donc, qui ont été présentés au tribunal pour le Land de Bade à Fribourg. Et ce qui est frappant, c'est que d'abord, les dossiers ont été rejetés, mais vraiment dans une grande majorité. Mais en fait, les choses se sont faites en plusieurs vagues. C'est pour ça que je parle d'une première vague de rejet des demandes, d'abord sur la base de critères formels. Car le premier règlement de la réparation des dommages, donc dû à l'occupation militaire, c'est en fait rapidement avéré trop restrictif, car dans cette première version, seuls les enfants nés après le 1er août 1945 et avant le 5 mai 1955, ce qui correspond à la durée officielle de l'occupation militaire, donc après le 1er août 1945, et sur le territoire de la RFA, donc depuis 1949, seuls ces enfants-là étaient susceptibles de faire l'objet d'une pension alimentaire. Cela signifie que tous les viols, et ils étaient fort nombreux, commis pendant la fuite et l'expulsion des Allemands hors des territoires de l'Est de l'Europe et dans les dernières semaines de la guerre et les premiers mois de l'occupation militaire, ces mois en fait de grand flou, de flou complet entre mai et fin juillet 1945, eh bien, tous ces viols étaient exclus de ce dispositif. Mais petit à petit, j'imagine que, je ne sais pas, mais j'imagine que les protestations ont été trop nombreuses. Et donc, petit à petit, le cercle des personnes qui ont été autorisées à faire une demande s'est élargi, donc progressivement, de sorte que finalement, ont été inclus les viols commis avant le début officiel de l'occupation et également ont été inclus les viols perpétrés dans les anciens territoires du Reich, donc à l'est de l'Europe. Ce qui changeait sensiblement la donne. Mais donc pour les personnes qui avaient présenté un premier dossier et dont le dossier avait été rejeté une première fois, cela a pu avoir un effet décourageant. Et donc il est fort probable que ces dossiers qui ont été rejetés pour ces raisons-là dans la première vague n'aient pas été présentés de nouveau par les personnes. Il restait que dans tous les cas, les demandeurs et demanderesses, alors majoritairement, je ne l'ai pas encore précisé, les dossiers étaient présentés dans 95% des cas par des femmes, mais parfois, ils l'étaient par leur conjoint, à l'aide d'une procuration signée donc, par leur femme. Donc, dans tous les cas, les demandeurs et demanderesses devaient prouver suffisamment les faits du viol et la preuve insuffisante du viol était la principale raison de rejet des demandes d'indemnité. Donc, une fois ce réajustement réalisé, donc notamment sur les critères d'éligibilité, si on peut dire comme ça, pour les dossiers, je me suis interrogée
sur les autres raisons, donc cette fois non plus formelles, mais vraiment de fond. Pour quelles raisons, quelles demandes ont été rejetées? Eh bien, l'une des raisons peut sembler surprenante au premier abord. On peut trouver donc dans les justifications, dans les raisons données officiellement pour le rejet du dossier, on peut trouver que l'enfant né du viol n'est pas à la charge de la demanderesse. Cela est le cas, par exemple, lorsque l'enfant était placé en institution. Ou bien, ce qui est un peu plus, presque un peu plus pervers, si vous voulez, comme raisonnement administratif, enfin, pas pervers, mais un peu plus surprenant, lorsque l'enfant a été adopté par le mari de la mère. Donc, disons, une femme a été violée, a eu un enfant suite à ce viol et a ensuite épousé un homme, et son mari donc a ensuite adopté cet enfant qui n'est pas le sien. Eh bien, dans ce cas, on considère que quelqu'un ou une institution est là pour pourvoir aux besoins de l'enfant, et donc le dossier de demande d'indemnité est rejeté dans son ensemble. Mais le motif de loin le plus fréquent pour le rejet du dossier est bien celui des preuves insuffisantes du viol. Lorsque les preuves solides faisaient défaut, c'est-à-dire dans l'immense majorité des cas, eh bien, l'administration en charge du dossier enquêtait véritablement pour tenter d'apprécier la véracité des déclarations contenues dans le dossier. Elle enquêtait donc sur d'éventuels acteurs et témoins au moment des faits, mais ceux-ci, en fait, étaient extrêmement rares, pouvaient éventuellement être décédés, ne plus habiter là, ou alors habiter entre-temps de l'autre côté du mur, enfin du rideau de fer, et donc ils étaient incontactables, etc. Par ailleurs, la plupart de ces acteurs ou témoins potentiels étaient de sexe masculin. Cela pouvait éventuellement être le policier ou le maire à l'époque de la ville ou du village, le médecin, le prêtre. À défaut, l'administration se tournait vers d'éventuels témoins, par exemple les voisins, à qui on demandait d'établir un certificat de bonne conduite. Finalement, on comprend qu'au lieu de poursuivre le violeur, qui bien sûr avait disparu, l'administration se trouvait à enquêter sur la moralité de la victime, et c'était finalement à elle qu'était fait le procès. Alors, il y avait des circonstances favorables au dossier. C'était, et ça c'est vraiment, c'est une analyse historique de contenu, une analyse de discours qui permet de saisir ces nuances. En fait, on comprend dans les échanges parfois assez volumineux, entre la demanderesse et l'administration, on comprend que l'administration tente de se faire une idée de quel type de femme est la demanderesse. Et si la demanderesse donne l'impression d'être une honnête femme, et que par ailleurs, à défaut de preuves, les éléments rassemblés semblent aller dans le sens d'un viol, eh bien, ses chances seront largement augmentées de voir son dossier accepté. Les viols perpétrés lors de ce qu'on appelle la fuite et l'expulsion, Flucht und Vertreibung en allemand, c'est-à-dire la fuite des Allemands qui vivaient dans les territoires de l'Est de l'Empire et qui ont tenté de fuir ou, partis un peu plus tard, ont été chassés par l'armée rouge, chassés donc de ces territoires et donc ont trouvé refuge, sauf s'ils étaient morts en chemin, ont trouvé refuge en Allemagne. Eh bien, le cas de leur dossier est extrêmement intéressant, en fait, puisque là, on a affaire à des déclarations qui reposent en général, qui sont de simples déclarations, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve, encore moins de documents que d'habitude. Par exemple, lorsque les viols avaient lieu dans le sud-ouest de l'Allemagne, quand même assez souvent, les femmes étaient en mesure de produire des documents médicaux, des attestations médicales, des factures d'hospitalisation, des choses comme ça. Les femmes qui avaient été, les femmes ou les hommes qui demandaient réparation pour un viol commis lors de la fuite ou de l'expulsion n'avaient, eux, strictement rien entre les mains. Et ils ne connaissaient pas, il y avait souvent des témoins, mais dont ils ne connaissaient pas le nom,
ou ils connaissaient le nom de la personne, mais ces personnes vivaient aujourd'hui en Pologne ou je ne sais où. Donc, le tribunal avait, mais de loin, encore moins de traces entre les mains pour apprécier la véracité des propos. Néanmoins, ce récit qui est devenu vraiment un récit historique admis communément, le récit des viols massifs commis par l'Armée rouge, avait déjà c'était déjà tellement ancré dans les esprits qu'il suffisait la plupart du temps à considérer que la demanderesse ne ment pas, qu'on peut la croire, et donc un certain nombre de dossiers, dans la mesure où ils n'étaient pas complètement décousus, ont été acceptés de cette façon. Autre circonstance plutôt favorable, j'observe aussi une évolution au fil du temps dans le traitement des dossiers entre ceux qui sont traités vraiment au milieu des années 1950 et ceux qui le sont plutôt à la fin des années 1950, voire tout début des années 1960. On observe que l'administration ouest-allemande change de ton, mais de manière très marquée, devient un petit peu moins... se donne dans son ton et un peu plus proche quand même des individus et cherche donc certainement à se montrer avec un visage un peu plus humain. J'ai trouvé aussi très intéressant le cas assez nombreux des demandes qui ont été abandonnées en cours de route. Et donc, cela soulève le problème du découragement et de l'épuisement des personnes donc, qui ont présenté un tel dossier. Alors d'abord, les procédures étaient extrêmement longues, c'est-à-dire que, sauf cas facile, dossier documenté, de factures, d'attestation, enfin de tout ce qu'il faut, les procédures duraient souvent plusieurs années, je dirais au minimum 2 ans, et pouvaient sans problème durer quelque chose comme 5 ans. Les procédures étaient souvent très longues parce que bien souvent, les enquêtes n'aboutissaient pas. Parfois aussi, ce qui les faisait traîner en longueur, disons, c'est que une fois la demande rejetée, la demanderesse faisait appel. Donc ça, bien sûr, cela relançait l'enquête. Mais il y a un autre phénomène aussi qui a sensiblement rallongé la durée des procédures, c'est que le tribunal s'est trouvé dans les années 1956-57 complètement engorgé et que les personnes en charge des dossiers étaient complètement submergées de travail. Et il y a même, pour l'une des personnes en particulier, à un moment, le tribunal envoie des notifications, enfin des courriers très courts aux demanderesses expliquant que la personne en charge de le dossier est en congé de maladie. Et en fait, on comprend à travers les lignes qu'elle fait une sorte de burn-out, sans que, bien sûr, le terme ne soit courant à l'époque. Alors, face à ces procédures donc, qui s'éternisent, on voit vraiment un bon nombre de demanderesses, de femmes se sentir abandonnées et elles relancent dans des courriers plus ou moins longs du reste, elles relancent le tribunal et le supplient de lui donner une réponse le plus rapidement possible. Elles en appellent à l'état social, ce qui est quand même un principe ancré dans la loi fondamentale de 1949. Mais surtout, ce qui prédomine, plus que, si vous voulez, une attitude revendicative, c'est le sentiment d'abandon et de désespoir. Et certaines sont gagnées par la colère et rappellent, dans leur courrier avec ce tribunal, rappellent la responsabilité de l'État allemand dans la guerre et mettent également l'administration de la RFA, disons, un petit peu en porte-à-faux avec la RDA. Donc, on sent en plus la guerre froide. Enfin, on sent qu'on est en plus dans un contexte de guerre froide. Donc, les souffrances endurées par les demanderesses pendant que leur dossier était traité étaient vraiment nombreuses et très intenses à cause donc d'une attente qu'elles ressentaient comme étant extrêmement pénible. Il y a un autre phénomène qui est vraiment marquant, enfin extrêmement marquant dans certains dossiers, c'est le phénomène qu'on appelle celui de la retraumatisation. C'est-à-dire que des femmes se plaignent, très certainement à juste titre, de devoir redire et redire et redire et refaire le récit
des événements et répéter sans cesse le récit des événements les mène à chaque fois à revivre le traumatisme. Et donc, c'est source, bien sûr, de souffrance. Elles n'arrivent pas à clore le sujet. Et pour certaines, s'ajoute à ces souffrances-là, très clairement, aussi l'urgence financière. C'est-à-dire que certaines écrivent essayent de presser le tribunal hein, avec des petites cartes faites de 3 lignes, avec tout juste des formules de politesse, presse le tribunal de lui répondre avant telle et telle date, car elle doit absolument régler telle et telle facture. Enfin, voilà, on sent qu'elles ont un besoin impérieux de cette pension alimentaire et qu'elles comptent sur cette pension pour continuer à vivre et à s'occuper de cet enfant. Donc finalement, face au taux donc un tiers seulement de demandes qui donnent lieu à indemnité, je me suis demandé, mais quel était l'enjeu du jugement pour les différentes parties? Alors, pour les demandeurs et demanderesses, bon, c'est assez évident. Hein. L'enjeu était la reconnaissance officielle de leur vécu, c'est-à-dire des violences sexuelles qu'ils et elles avaient vécues. Et dans le cas d'un refus, enfin, un refus signifiait à l'inverse pour eux le rejet moral. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Enfin, certains et certaines s'expriment suite à un refus. Donc, c'est là que j'ai pu saisir ces états d'âme. Et donc là, une fois encore, on peut parler de seconde victimisation, avec toute la honte que peut inspirer le fait que l'administration nous considère comme des menteurs, finalement, n'accorde pas foi à nos déclarations. Et donc la honte que peut inspirer le fait qu'on nous considère comme des citoyens et citoyennes qui veulent abuser de l'aide sociale. Alors pour l'État ouest-allemand, l'enjeu, donc je viens de le suggérer, était, disons, à court terme, dans l'étude des dossiers, l'enjeu pour eux était de s'assurer que les demandeurs et demanderesses ne cherchaient pas à abuser de ces pensions alimentaires, enfin du système d'aide proposé par l'État. En favorisant les demandes des femmes qui semblent être d'honnêtes femmes, justement, l'État allemand favorisait, consciemment ou non, un modèle familial correspondant à une vision conservatrice de la famille, faite d'un couple marié et d'enfants issus de ce mariage. L'enjeu était surtout, je crois, l'enjeu était aussi d'aider les enfants nés de viol à s'intégrer dans la société allemande dans la mesure où la pension alimentaire qui était versée pour les études secondaires des enfants pouvait, sur une simple demande annuelle, être prolongée jusqu'à l'obtention d'une formation professionnelle, jusqu'à l'aboutissement de la formation professionnelle de ces enfants. C'est-à-dire que, de manière très intéressante, aucun de ces enfants ne poursuit ses études à l'université, mais tous, absolument tous, font une formation professionnelle. Et l'État allemand est prêt à payer aussi longtemps qu'il le faut, sans limite d'âge, jusqu'à ce que cet enfant ait terminé cette formation professionnelle. C'est pour moi le signe que l'enjeu est là vraiment que ces enfants nés dans des circonstances si malheureuses parviennent à s'intégrer dans la société allemande, ne soient pas des marginaux qui soient obligés de vivre aux dépens de l'État. Donc, il me semble que cette indemnité est conçue plutôt comme un investissement dans l'avenir, plutôt que comme une réparation du passé. Et qu'il me semble aussi que cela est assez conforme à la volonté générale, à l'époque en Allemagne, en Allemagne de l'Ouest, de reconstruire le pays, d'aller vers l'avant sans regarder en arrière. Et j'arrive à ma conclusion. Donc, nous retiendrons que les viols commis par les membres de l'armée française, loin d'être un phénomène marginal, est un phénomène de grande ampleur qui se chiffre certainement en dizaines de milliers de cas. On aura également noté que les témoins directs ou indirects des faits étaient déjà enclins à mettre en doute la parole des femmes et qu'à plus forte raison,
10 ou 12 ans plus tard, et quand une aide financière était en jeu, eh bien, la suspicion envers ces femmes était généralisée, se trouvait généralisée dans le traitement administratif des demandes d'indemnité. Dans tous les cas, que ce soit les prêtres catholiques qui, dans l'immédiat après-guerre, déploraient la dépravation des mœurs, la perte de la féminité germanique, enfin des choses comme ça, dont ils rendent du reste les femmes largement responsables, ou que ce soit l'administration ouest-allemande en charge des dossiers de demande d'indemnité, on constate que ce qui retenait l'attention était non pas le sort de ces femmes considérées comme individus qui avaient subi une expérience de violence sexuelle, mais pour les uns, le déclin présumé ou le destin de la nation allemande, donc là je pense spécialement aux prêtres catholiques, et pour les autres, la paix sociale qu'il s'agissait d'assurer dans le présent et à l'avenir. Je prétends donc que l'intention politique n'était pas en premier lieu d'offrir une reconnaissance aux victimes, principalement donc des femmes, mais pas uniquement, de la violence sexuelle. L'intention politique, à mon sens, était d'assurer la cohésion sociale dans une jeune république fédérale qui était soucieuse de se présenter comme un État social, un État donc soucieux du bien-être et de la considération de ses citoyens. L'État ouest-allemand cherchait donc à assurer l'avenir professionnel des enfants nés de l'occupation, dans les cas, somme toute, assez nombreux où leur mère était confrontée à de sérieuses difficultés financières. On a vu que, d'après ces statistiques de 1956, il s'agissait tout de même d'à peu près 30% de mères qui étaient contraintes de demander l'aide de l'État. Les femmes des victimes de viols commis par les membres de l'occupation militaire alliée n'étaient donc nullement les cibles premières de ce processus de réparation, comme beaucoup d'entre elles en ont fait l'amer constat. Voilà, je termine sur ces mots. Et je peux vous montrer, pour finir, une bibliographie. Alors, c'est sur 3 pages, donc ça n'est pas très pratique. Mais comme je crois que l'enregistrement sera déposé sur le site web de l'Unipop, vous pourrez consulter cette bibliographie si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et me réjouis de vos questions. Merci beaucoup à Anne-Laure Briat pour cette intervention et cette conférence. Je crois qu'en effet, il y a déjà une première question qui a été posée. Alors, je vais vous la redonner. Ces crimes, violences sexuelles, ont-ils continué jusqu'à la fin de l'occupation? Donc, sous-entendu, occupation au moins de l'armée française en Allemagne. Oui, enfin, j'ai du mal à répondre à cette question. Oui, alors, ces crimes ont été très massivement perpétrés au tout début de l'occupation, vous l'aurez compris, donc vraiment au moment de la conquête, de l'entrée, enfin de la progression sur le territoire allemand, et également dans les premiers mois de l'occupation militaire, donc à partir de mai, au sens large, à partir de mai 1945. Après, j'ai lu dans les statistiques fédérales qu'ils ont très sensiblement baissé à partir de 1951 et 52. Ensuite, après, on arrive assez rapidement déjà à la fin de l'occupation militaire en 1955, sachant que tout de même, les troupes avaient déjà largement quitté le territoire en 1949, après la création des 2 États allemands. Vers la fin de l'occupation, on peut retenir que ces crimes étaient finalement plus ponctuels et moins nombreux. Mais les statistiques de la RFA, dont je vous ai parlé en octobre 1956, recensent non pas les viols, mais recensent les enfants nés de soldats de l'occupation. Et l'Office statistique là, souligne que
le nombre de ces enfants augmente après 1900, non, pardon, augmente après 1951-52, donc jusqu'en 1955. Là, on peut fortement présumer que ce sont des enfants qui ne sont pas nés d'un viol, mais disons de rapports consentis. Puisque bien sûr, je ne l'ai pas du tout évoqué, mais il y avait bien sûr, dès le début et dans dans les 4 zones d'occupation, le phénomène de fraternisation qui était interdit plus ou moins sévèrement et plus ou moins longtemps dans les 4 zones. Mais donc, il y a aussi des enfants nés à l'issue de rapports consentis, bien sûr. Alors, autre question, combien de soldats français ont été officiellement condamnés pour viol? Alors, en effet, cette question se pose parce que vous avez consulté ces demandes d'indemnisation qui, on comprend, ne sont pas, on va dire, des procès criminels. Enfin, voilà, c'est pas la même justice qui est demandée. Est-ce qu'il y a eu des cas de soldats français, notamment, qui ont été poursuivis en cour martiale, peut-être, pour des viols en Allemagne à cette époque-là? Et est-ce que vous en avez eu connaissance? Alors oui, mais c'est vraiment Claire Millot qui a fait le travail. Donc je vais rendre à César ce qui appartient à César. Elle a, enfin, comment dire, elle a traité cette question à fond dans sa thèse. Alors je n'ai malheureusement plus les chiffres en mémoire. Je suis très mauvaise pour me souvenir de chiffres. Mais je me souviens très bien du fond de la démonstration, qui était que oui, des soldats français ont été portés devant des tribunaux de guerre. Alors d'abord, entre le nombre de viols qui ont été signalés, par exemple, soit par les mairies, soit par les rapports là, des prêtres catholiques, par rapport au nombre de viols signalés, le nombre de viols, de cas portés devant le tribunal militaire est déjà très petit. D'accord. Ensuite, dans ces cas-là, partant de ces cas-là, le nombre de peines prononcées est lui aussi extrêmement réduit. Et ce qui est frappant également dans la démonstration de Claire Millot, c'est donc qu'elle montre bien que ce sont vraiment, qu'il n'y a pas la même justice en fait qui est appliquée dans ces tribunaux militaires pour les soldats de métropole et les soldats des colonies. Ah oui, et que concernant les soldats de couleur, il n'était pas rare, puisque j'en ai trouvé aussi la trace plusieurs fois dans les comptes rendus des curés catholiques, il n'était pas rare que lorsqu'un soldat de couleur était pris sur le fait, donc en train d'agresser sexuellement une femme, qu'on statue un exemple avec une exécution sommaire. Voilà. Mais ces exécutions sommaires ne concernaient que les soldats de couleur, c'est-à-dire les soldats blancs étaient à l'abri de ce genre de mesures très, très, très fortes. Ouais. Merci. Autre question. Donc, ces viols sont des crimes. Pourraient-ils aujourd'hui être considérés comme crimes contre l'humanité en rappelant, cette personne le rappelle, le viol étant toujours de nos jours une arme de guerre? Alors, je suis un petit peu... je ne connais pas... Juridique, donc. Oui, c'est ça. Je suis un petit peu en difficulté avec la définition juridique de crime contre l'humanité. J'ai du mal à répondre à cause de ça. Après, l'argument du viol comme une arme de guerre, oui, alors bien sûr, on peut concevoir ces cas de viol comme une arme de guerre, mais c'est aussi, ils sont aussi perpétrés en temps de paix. Officiellement, la guerre s'arrête quand même le 8 mai 1945. Donc après, on est dans le cadre de viols en période d'occupation militaire, donc c'est un autre cas de figure. Et non, je regrette, mais je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. On cherchera de notre côté. Oui. Autre question, dans le cas où le viol par un soldat français était avéré, est-ce que l'État ouest-allemand se retournait contre l'État français en responsabilité? Et autre question, quelle place réserve l'enseignement français à ce comportement barbare? Donc ça, c'est plus au niveau de la reconnaissance d'une certaine responsabilité de la France par rapport à ces soldats. Oui. Alors,
il faut bien voir que dans l'immense majorité des cas, les femmes qui étaient violées ne connaissaient pas le nom de leur agresseur. Il est extrêmement rare qu'elles aient un nom de famille. L'une d'entre elles semblait très confiante, non, mais était très contente d'avoir un nom et un prénom laissés par ce soldat. Or, des recherches ont montré que cette personne vraisemblablement n'existait pas, donc l'identité était fausse. Mais surtout, vraiment, dans l'immense majorité des cas, ce sont de parfaits inconnus. Donc, ça n'est pas possible. Alors, je suis tombée sur un seul dossier où la demanderesse était en mesure de présenter donc à ce tribunal des indemnités allemand la déposition qu'elle avait faite auprès de la gendarmerie française lorsque c'était elle, la Kommandantur sur place en Allemagne. C'était là qu'elle avait fait la déposition tout de suite après les faits. Donc là, il y avait un document qui était vraiment, une preuve irréfutable de viol. Ça y est, là elle existait. Et il y avait le nom de l'agresseur dessus. Mais lorsque le tribunal allemand engageait des recherches et interrogeait les autorités françaises, il ne recevait pas de réponse de la part des autorités françaises qui n'étaient pas intéressées pour donner suite à ce genre de demande, qui sans doute estimaient qu'elle n'avait absolument pas intérêt à donner suite. Donc non. Et quelle était l'autre partie de... Ah oui, quelle place réserve l'enseignement français? Eh bien, à ma connaissance, cet épisode n'est pas enseigné. En tout cas, durant ma scolarité secondaire, elle n'était absolument pas. Et à l'université, oui, quand on s'intéresse à cette période, et surtout, je dirais, dans le domaine des études germaniques, qu'on s'intéresse à l'occupation alliée en Allemagne et en Autriche, d'ailleurs. Il y a aussi des comparaisons très intéressantes à faire entre les deux pays. Là, oui, si on veut s'intéresser au sujet, on peut. Mais à ma connaissance, cet épisode ou ces événements ne figurent pas du tout dans les manuels scolaires français. Merci. Donc, vous disiez que le rôle des tribunaux d'indemnisation, c'était une forme d'essayer de relancer une forme de cohésion sociale dans l'Allemagne de l'après-guerre. Est-ce que, inversement, le fait qu'il y ait eu une indemnisation, que certains enfants aient été soutenus, est-ce que ça a pu être aussi un marqueur social négatif dans l'Allemagne, dans la société allemande d'après-guerre, pour ces enfants nés de violences, de viols? Le fait qu'ils aient été soutenus financièrement, c'est ça? Disons qu'ils étaient reconnus comme enfants nés d'un viol par un soldat. Ah d'accord, alors oui, Ouais. ça oui. Parce qu'au début, j'avais... Oui, non, désolé. Je vous avais mal compris certainement. Donc oui. Alors le fait d'être identifié ou identifiable par la couleur de sa peau comme étant un enfant de l'occupation vous faisait porter un stigmate toute votre vie. Ça a été étudié alors par mon collègue Fabrice Virgili pour les enfants, ce qu'on appelait les enfants de Bosch, donc les enfants des occupants allemands nés donc en France. Ou inversement, en Allemagne, les cas ont été largement, Allemagne et Autriche, des enfants nés des soldats alliés, donc leur biographie, si vous voulez, a été largement étudiée. Oui, ce sont des personnes qui sont stigmatisées, je dirais, avant même d'être nées. Vous voyez déjà comme le clergé catholique qui est censé donc, être proche de ces ouailles, pouvait parler des femmes donc, qui avaient subi un viol. Donc, ils étaient stigmatisés pendant toute leur vie. Alors, en plus, certains donc, avaient une couleur de peau plus foncée, donc les enfants des soldats coloniaux, que ce soit des troupes françaises ou américaines, étaient identifiables par leur physique comme étant des soldats, des enfants de l'ennemi aussi, ils étaient qualifiés comme ça. Et donc, on les traitait de tous les noms d'oiseaux possibles. Et on peut dire que la recherche a
a permis d'obtenir une sorte de biographie collective de ces enfants nés de l'occupation. Et donc, c'est vraiment, ce sont des biographies faites de questions en tout cas, et aussi de beaucoup de souffrances, parce qu'au-delà du fait qu'ils étaient stigmatisés dans leur village, dans leur communauté, dans leur école, etc., ils avaient aussi, dans l'immense majorité des cas, de grandes difficultés à être acceptés dans leur propre famille, parce que c'était l'enfant de l'ennemi, c'était la honte de la famille, c'était l'enfant que personne n'avait voulu et qu'il fallait nourrir, etc. Et après, en revanche, effectivement, le calcul fait par l'administration ouest-allemande d'aider ces enfants à s'intégrer par le biais de la formation professionnelle, qui donc après permettait d'exercer une activité rémunérée. Ça, je pense que c'était sur le plan matériel, qui était peut-être le seul levier, le levier principal sur lequel le gouvernement estimait pouvoir agir. Et bien sur le plan matériel, c'était plutôt un tremplin vers l'intégration dans une vie sociale où on a un métier, on gagne sa vie et on n'a pas besoin, en principe, de l'aide de l'État. Mais ce qui est frappant dans ces biographies d'enfants de l'occupation, c'est que beaucoup, donc, pendant toute leur vie, se sont posés 1000 questions sur leur père, l'histoire de leur conception, leurs origines, pourquoi est-ce qu'il... il y a des silences criants dans les familles, etc., autour de leur parcours. Et un certain nombre de ces personnes, donc beaucoup ont souffert de dépression pendant leur vie adulte, hein. Et puis, assez nombreuses sont les personnes qui, au moment de la retraite, vraisemblablement parce que c'est un moment où on a plus de temps, on n'est pas pris au quotidien par son activité professionnelle et on peut réfléchir et avoir un petit peu un regard rétrospectif sur sa vie, et bien au moment de la retraite, c'est-à-dire à peu près maintenant pour eux, hein, parce que ces personnes ont 75 ans et un peu plus, ou un petit peu moins, ces personnes se posent des questions et pour certaines même commencent à mener l'enquête et à essayer de prendre contact avec des associations qui existent, hein, qui essayent de mettre en relation des familles comme ça, qui y arrivent, hein, dans certains cas. Et donc, il y a des familles comme ça qui se réunifient, ou qui font connaissance. Alors, avec parfois encore des découvertes qui peuvent être à leur tour assez dramatiques. En tout cas, ce sont des découvertes qui secouent les personnes. Et puis aussi, oui, quelque chose d'assez typique, c'est que les enfants nés de l'occupation apprennent le secret de leur conception, de leur naissance, disons, au moment où leur parent est en train de décéder, en fait. C'est le seul moment où la mère en particulier arrive à dire ce secret de famille. D'accord, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, je ne sais pas si... Ah oui, si. Alors, avez-vous effectué des recherches sur les troupes alliées qui auraient perpétré des viols en France lors du débarquement? Alors là, c'est vrai que c'est un autre sujet. Vous, c'est l'Allemagne et c'est les troupes françaises en Allemagne, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des choses avec les troupes américaines lors du débarquement en France. Donc, est-ce que vous avez vous-même des informations là-dessus? Alors, j'ai quelques informations. Je n'ai pas mené de recherche là-dessus parce qu'effectivement, ça n'est pas mon terrain. Mais oui, oui, des recherches existent sur les viols perpétrés par l'armée américaine lorsqu'elle arrive en France. Et donc là, vous voyez bien que l'argument de viol comme arme de guerre pose problème, puisqu'à ce moment-là, les Français n'étaient en tout cas pas censés être l'ennemi des États-Unis. Donc, c'est un sujet hautement intéressant. Donc, des travaux existent là-dessus. Et il y a donc cet ouvrage de Fabrice Virgili, qui moi m'a énormément inspiré dans mes recherches, ce livre qui s'appelle Naître ennemi, avec ce très beau titre. Et donc, Fabrice Virgili étudie. En fait, il est dans la bibliographie à la fin de mon PowerPoint. J'ai vu à nouveau dans le sous-titre qu'il qu'il est question des enfants franco-allemands nés des occupations. Mais dans les faits, je me souviens très bien qu'il parle essentiellement des enfants nés en France de soldats de la Wehrmacht. Voilà. Et il fait des rapprochements ou des parallèles ponctuels avec le cas que j'étude, mais vraiment
lui, c'est surtout la situation en France qu'il a étudiée et c'est une lecture que je ne peux que vous recommander. C'est absolument fascinant. Merci. Une dernière question. Vous avez précisé que ces enfants n'avaient pas accès aux études universitaires. Néanmoins, y a-t-il eu trace que certains auraient pu accéder à des études supérieures? Ah, alors, des traces, il doit y en avoir. Enfin, c'est-à-dire que, oui, je me suis sans doute mal exprimée tout à l'heure. Dans les 200 et quelques dossiers que j'ai étudiés, ce sont par définition des dossiers de femmes qui, parce qu'elles ont des difficultés économiques, se trouvent contraintes d'aller faire une demande auprès du tribunal. Vous imaginez la pénibilité de la démarche. Donc ces femmes sont dans le besoin. Et j'ai dit tout à l'heure, enfin, ce que j'aurais dû dire, c'est que dans ces 200 familles, disons, aucun enfant ne va à l'université. Une fois terminé l'école, ils font une formation professionnelle. En revanche, ce qui existe, et je connais au moins un exemple, enfin non, j'ai plusieurs exemples en tête pour avoir parlé avec ces personnes. Bien sûr, il y a des enfants nés dans ces circonstances-là que j'ai décrites qui ont fait des études supérieures. Cela signifie donc que, enfin, je suppose très fortement que leur mère ou leurs parents, enfin, peut-être qu'ils ont été adoptés par le père, avaient les moyens de leur offrir des études supérieures. D'accord, très bien. Mais je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Alors, plusieurs spectateurs vous remercient vraiment sincèrement pour cette intervention. Moi aussi, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de participer comme ça en ligne, à distance, à cette Unipop Histoire. Voilà, pour cette conférence très, très intéressante qui nous a voilà, ouvert sur une problématique qui est forcément peu connue, mais forcément intéressante. Donc, merci encore à vous, Anne-Laure Briat, et puis Merci à très vous. bonne soirée à vous et puis à tous nos auditeurs. À très bientôt, Merci merci. infiniment. Bonne soirée à vous aussi et bonne continuation. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.